Donc Sandra Laborel, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche au CNRS et vous êtes chercheuse en écologie fonctionnelle. J'aimerais tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme d'écologie fonctionnelle, que vous pourriez nous en rappeler les contours. Donc l'écologie fonctionnelle, c'est la partie de l'écologie, donc la science des écosystèmes, qui s'intéresse en fait aux interactions dans les écosystèmes. Donc ça va être les interactions entre les organismes eux-mêmes, donc par exemple des plantes et les pollinisateurs, ou des plantes et les animaux qui les mangent, ou les animaux qui se mangent entre eux. Et puis, donc, deuxième type d'interaction, les flux de matière qu'on va avoir dans les écosystèmes, par exemple. Par exemple, le cycle du carbone, c'est un des objets de l'écologie fonctionnelle, le cycle de l'eau, etc. Donc, on s'intéresse pas juste aux composantes des écosystèmes, mais en fait, aux façons dont elles interagissent et produisent des flux, par exemple. Alors parlons justement d'approche écosystémique. Lorsqu'on était dans l'atelier, on voyait bien se profiler le rapport à l'espace, le rapport au temps, le rapport aux interactions, le rapport entre vivants humains et non humains, et tout ça, soi-disant, comme c'était certain, dans un aspect mouvant et en perpétuel changement. Comment décrire cette approche écosystémique Alors la première chose, c'est que effectivement l'objet de l'écologie déjà en soi, et pas juste l'écologie fonctionnelle, c'est de s'intéresser à des objets qui sont dynamiques. Donc dynamique à différentes échelles de temps. Donc sur le temps long, c'est l'évolution, c'est l'histoire d'interaction avec les humains. Sur le temps court, ça va être des interactions au jour le jour, voire même à des échelles de temps très très petites. Donc on va s'intéresser, on va essayer de comprendre finalement comment est-ce que la compréhension de ces interactions à différentes échelles de temps va permettre de penser aux écosystèmes et comment ils vont évoluer dans l'espace sous l'effet des actions humaines, etc. L'homme est au cœur du vivant, on en a parlé aujourd'hui. Lorsqu'on parle de pratiques sociales ou d'enjeux sociaux, on considère que l'homme est au cœur d'un écosystème aussi mouvant, une approche holistique de ces pratiques, et à travers plusieurs déterminants, qu'il s'agisse de l'économie, l'environnement, la santé, la culture. Quel lien existe-t-il entre cette lecture écosystémique humaine et celle plus environnementale ? Disons que cette frontière, elle tend à disparaître de plus en plus. C'est-à-dire que autant traditionnellement, effectivement, beaucoup d'écologues ont cherché à étudier une nature un petit peu intacte et en tout cas séparée des hommes. Autant maintenant, le centre des études, ce sont à la fois les effets des hommes sur les écosystèmes, mais aussi ce que les écosystèmes peuvent apporter aux sociétés humaines. Donc toutes les relations que vont avoir les gens à la nature, soit des relations qui seront immatérielles. Donc ça peut aller de l'appréciation de la nature, de valeurs spirituelles, de valeurs éducatives par exemple, jusqu'à évidemment des relations à des ressources, et puis en passant par des relations dites de régulation, c'est-à-dire la capacité de certains écosystèmes par exemple à diminuer les risques que pose la nature aux humains, par exemple les inondations, les grandes marées, etc. On était en train de parler avec John Crowley tout à l'heure de ce passage des éducations éducation à l'environnement, éducation à la solidarité, éducation aux sciences, éducation à la prolance de la complexité. Est-ce qu'en soi, l'approche écosystémique, c'est pas un moyen de permettre aux jeunes et aux adultes aussi de comprendre la complexité des sujets ? Alors effectivement, l'approche écosystémique, c'est une bonne école de la complexité. C'est aussi une école de modestie quelque part, dans le sens que il reste toujours d'énormes incertitudes dans la mesure où on est sur des systèmes complexes, mais c'est aussi apprendre à travailler avec cette complexité. Donc je pense qu'en ça pourrait être pris comme un modèle. Alors ce qu'il faut savoir, c'est en fait jongler entre des moments de simplification où on va identifier des mécanismes particuliers, les quantifier, éventuellement prévoir ce qu'ils vont devenir dans l'avenir, et puis revenir à l'image plus large qui prend en compte toute la complexité. Donc, faut pas être tout le temps noyé dans cette complexité. C'est vraiment, je pense que l'école, c'est d'apprendre à jongler entre simplification analytique et réanalyse du système dans son ensemble. Cette journée, ces assises du vivant sont consacrées entre autres aux réflexions
sur les débats de la COP qui aura lieu à la fin de l'année. Quels sont selon vous les trois principaux enjeux dans cet écosystème complexe de pensée et d'action sur lesquels il semblerait indispensable aujourd'hui de travailler pour faire avancer ce débat climatique? Alors, je vais me placer uniquement du point de vue des interactions avec la biodiversité, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Je pense que la première chose, c'est de se placer non seulement du point de vue des impacts, qui est quelque chose qui est finalement relativement bien traité, même si les actions n'ont pas toujours suivi, mais en tout cas quelque chose qui est traité et sur lequel il y a de l'information, sur la question des effets retours. Donc, le fait que la biodiversité participe aussi à la réponse non seulement des écosystèmes, mais la réponse des humains au changement climatique. Et je pense que puisqu'un des enjeux importants de cette COP et comme des précédentes, c'est finalement l'adhésion de l'ensemble des pays et des régions du monde, pas juste les pays développés, mais aussi les régions en développement, c'est de reconnaître en fait le rôle que peut jouer la biodiversité pour l'atténuation et l'adaptation donc des sociétés dans différentes parties du monde au changement climatique. Et puis un dernier enjeu, c'est un enjeu justement d'équité entre différents enjeux et en fait d'équité sociale aussi. Je peux pas faire autrement que de conclure, compte tenu de l'intitulé de nos travaux et du média qu'on représente, écosystème santé, à une écologue, si vous aviez à conjuguer ou à questionner le rapport entre ces deux mots, quelle serait votre lecture d'écosystème santé? Alors, la première chose, c'est que certains parlent de santé des écosystèmes, donc faisant finalement le parallèle entre la complexité d'un corps humain, enfin d'un être vivant et de sa santé et celle d'un écosystème. Et finalement, l'écologie, certains la voient comme l'analyse des dysfonctionnements. Pour revenir à l'interaction entre santé et écosystème, c'est un sujet effectivement qui intéresse pas mal de monde dans la mesure où, en particulier le changement climatique, mais pas uniquement lui, conduit à des nouvelles dynamiques, des accélérations dynamiques qui, par exemple, exposent certaines populations à de nouveaux vecteurs. Mais c'est aussi, donc le contexte du changement climatique, c'est aussi un moment un peu déclencheur pour se rendre compte de choses qui auraient sans doute lieu dans tous les cas, du fait, par exemple, des brassages des populations, etc. Et dernier point, qui émerge aussi de certaines études récentes, c'est que des écosystèmes en bon état, alors en bonne santé entre guillemets, auraient plus de capacité à modérer le développement de certains vecteurs ou de certaines maladies. Merci à vous pour cet entretien. Merci.